Bienvenue à la rétrospective de la semaine. Voici les grands titres. La RDC a célébré ce 30 juin 2017 ses 57 ans d'indépendance. Une célébration peu festive et dans la méditation dans pratiquement tout le pays. Cette attitude des Congolais est justifiée par la crise sociale, politique et économique que connaît la RDC. À 57 ans d'âge, les Congolais sont appelés à l'unité et à la conscience patriotique afin de booster le développement de la RDC. Et puis au cours de la 10e session de la Commission nationale mixte RSA-RDC à Pretoria, les deux chefs d'État ont condamné les ingérences étrangères dans les affaires africaines. Jacob Zuma de l'Afrique du Sud a félicité Joseph Kabila de la RDC pour les progrès accomplis dans la mise en œuvre du projet Grand Inga. Cette semaine qui s'achève a donné un coup dur au FC Renaissance. L'équipe de l'évêque Mukuna a été exclue de la Lina Foot. Elle est reprochée d'occasionner des désordres dans les stades et en dehors du stade, surtout lorsqu'elle perd un match. Le désordre occasionné par les supporters de Renaissance lors du match qu'il a opposé à l'ASFE Club récemment est la goutte qui a fait déborder le vase et lui a coûté cette exclusion. Vendredi 30 juin 2017, la République démocratique du Congo a célébré son 57e anniversaire d'indépendance. À 57 ans d'âge, le pays de Lumumba a acquis l'expérience et le progrès social, politique, économique et éducationnel. Depuis son accession à la souveraineté nationale et internationale, le 30 juin 1960, la RDC continue à connaître non seulement la modernisation sur tous les secteurs sociaux, mais aussi des événements tragiques qui freinent son développement. Des pourparlers politiques aux négociations, le pays de Joseph Kabila continue à se battre contre vents et marées pour quitter le statut de pays en voie de développement et sortir des guerres incessantes qu'il connaît. S'inscrivant sur la lignée de Lumumba, Joseph Kabila et son peuple ne ménagent aucun effort pour mettre fin à la nouvelle oppression impérialiste de la pensée libre et de l'ingérence dans les affaires internes de la RDC. Ce, pour que tous les Congolais puissent jouir pleinement des libertés fondamentales prévues dans la Déclaration des droits de l'homme contenue dans la Charte des Nations Unies afin de s'autodéterminer pour le développement de leur pays. 57 ans après, c'est aussi un temps de se questionner sur le chemin parcouru jusqu'ici. Patrice Emery Lumumba, héros national, ne disait-il pas que les fils et filles de ce pays devraient en faire le centre de rayonnement de l'Afrique? Progrès, oui, mais à petit feu, car les signaux en rouge sur le plan social, politique et économique de l'heure ne sont pas dignes à honorer les mémoires des pères de l'indépendance. Les exactions dans les Kasaï, les attaques des miliciens dans le Nord Kivu, la dépréciation du franc congolais, les sanctions internationales et les appels aux élections crédibles, voilà qui pousse les milliers des Congolais à fêter ce 57e anniversaire dans la méditation. L'unité et la conscience patriotique doivent être le leitmotiv qui doit désormais caractériser les Congolais après ce 57 ans d'âge. Ce, pour booster le développement politique, économique et social pour le bien-être de tous et pour honorer la pensée de tous les pères de l'indépendance de la RDC. Tête à tête, Joseph Kabila Kabange et Jacob Zuma à Pretoria en Afrique du Sud ce dimanche 25 juin 2017. Les deux présidents qui ont pris part à la 10e session de la Commission nationale mixte RSA-RDC ont condamné les ingérences intempestives de certaines instances extra-africaines dans les affaires intérieures de leurs deux pays. Par ailleurs, Jacob Zuma et son hôte Joseph Kabila Kabange ont invité les organes électoraux de deux pays à travailler ensemble pour améliorer la qualité et la crédibilité des prochaines élections en RDC. Joseph Kabila Kabange a souligné au cours de ses assises que le dialogue reste permanent en RDC en vue de l'organisation des prochaines élections. En infrastructure, Jacob Zuma s'est dit satisfait des progrès accomplis pour la mise en œuvre intégrale du projet Grand Inga. Les deux personnalités africaines ont cependant estimé que la situation sociopolitique et sécuritaire en RDC se serait améliorée et Jacob Zuma a félicité Joseph Kabila pour ses efforts. Le président sud-africain Jacob Zuma et Joseph Kabila Kabange de la RDC ont convenu de la tenue à Kinshasa de la prochaine session de la commission mixte et la date sera fixée de commun accord par voie diplomatique. Le président de la République, Joseph Kabila Kabange, a promulgué mardi 27 juin, à partir de Lubumbashi, la loi de finances pour l'exercice 2017. Selon cette ordonnance présidentielle, lue à la télévision nationale congolaise, ce budget est évalué à 11 524 500 000 francs congolais, soit 7 683 millions
de dollars américains. Cette promulgation du chef de l'État intervient après l'adoption de ce projet de loi à l'Assemblée nationale et au Sénat. Avant cette promulgation, le gouvernement congolais avait recouru au crédit provisoire depuis le mois de janvier 2017, conformément à l'article 126 de la Constitution, pour assurer ses dépenses. Pour rappel, ce projet de loi de finances avait été déposé le 28 mai dernier au bureau de l'Assemblée nationale par le Premier ministre Bruno Tshibala. Ce dernier avait déclaré être déterminé à accorder une priorité à l'organisation des élections pour lequel il envisage disponibiliser 1,196 milliards de francs congolais. Ce budget lui permettra également à augmenter de 9% l'enveloppe salariale des fonctionnaires et des agents de l'État. Ici est aussi de rappeler qu'en 2016, les budgets de la RDC étaient de 6 milliards de dollars américains. Fosses communes ont été découvertes dans l'axe Chikapa-Sumbuludi-Boko dans le Kasaï. Une annonce faite le lundi 26 juin par le procureur général de la République, Flori Kabange-Numbi, lors d'un point de presse animé conjointement avec l'auditeur général des forces armées congolaises, le général Pondé. Le PGR a en outre fait savoir qu'une importante équipe sous la conduite d'un magistrat s'est rendue sur le lieu depuis samedi 24 juin sur instruction de l'auditeur général des forces armées pour poursuivre les enquêtes afin d'établir la lumière sur cette affaire. Maître Kabange-Numbi, qui a retracé l'historique des atrocités commises dans le Grand Kasaï, a indiqué que son office poursuit sans relâche les enquêtes afin de démasquer les éventuels tireurs de ficelle de cette grave et sinistre affaire. Et c'est dans ce contexte qu'un dossier judiciaire vient d'être ouvert à charge du député national Clément Kankou. Ce à partir notamment de l'élément sonore se trouvant dans le dossier de l'experte onusienne Zaïda Catalan, qui reprenait une conversation téléphonique de ce député recevant le rapport détaillé des actes de destruction en cours à Tchimboulou. Une conversation dans laquelle Clément Kankou y exprime sa pleine satisfaction et encourage son interlocuteur à faire davantage. Par ailleurs, Flori Kabange-Numbi a annoncé ce même lundi la reprise de l'affaire de double meurtre de 2 experts des Nations Unies devant le tribunal militaire de garnison de Kananga. Il faut rappeler que l'instruction juridictionnelle de cette affaire a débuté le vendredi dernier. Un protocole d'accord existe entre la RDC et la MONUSCO dans le cadre de ces enquêtes. Les audiences dans le procès contre les miliciens Kamwina Sampou, présumés assassins des experts onusiens, se poursuivent à Kananga. C'est dans la salle d'audience de la cour militaire de Kananga, chef-lieu du Kasaï central, que comparaissent ces présumés assassins de Michael Sharp, Maria Zaïda Catalan, 2 experts onusiens et leurs accompagnateurs congolais tués en mars dernier. Après avoir comparu pour la première infraction qui est la participation au mouvement insurrectionnel, les 4 détenus ont été auditionnés dans l'examen à l'infraction au terrorisme le mercredi 28 juin. Dans cet examen, le ministère public accuse les prévenus Ilunga Evariste, Chikangu, Chibwabwa Mbayi d'attrait aux actes de terrorisme, troubles et terreurs au pays et dans l'espace kassaïen. L'organe de loi les qualifie de dangereux miliciens pour avoir décapité des personnes vivantes. La défense, elle, qui met en doute la qualité d'experts onusiens à Sharp et Catalan, a cherché à savoir du ministère public si ces faits cités corroboraient l'implication réelle de ses clients. Les PV d'exhumation de 2 corps sont là. Vous parlez des prétendus experts. Pourquoi mettre paix à leurs âmes? Sois quand même modéré. Ils sont morts. Ils sont passés de la vie à la mort par les actes de terrorisme de ces hommes dangereux que vous voyez devant la barre. Ils sont dangereux. Parce que vous verrez dans les images comment on est en train de couper la tête d'une personne qui respire. Ça a inspiré la terreur. Et comment, par le fait de l'organisation, de faire partie de cette bande criminelle. C'est ça leur coopération. Vous voulez que j'explique encore comment? Je ne continue, je ne cesserai de le répéter. Par le fait de leur adhésion dans cette organisation criminelle, ils ont coopéré dans les actes de terrorisme qui ont fait passer Catalan et Sharp des vies à trépas. J'insiste encore, les prétendus experts, et ça choque à celui qui se tue. Alors, le ministère public tout à l'heure dit qu'on a coupé la tête de ces prétendus experts. Voici ou voilà ce qui constitue le mouvement terroriste. Très important. Mais qui a coupé la tête?
Chitangoul. Parce que lui a précisé. Est-ce que mon client Chitangoul qui comparaît par les vous qui a coupé la tête de ce prétendu là, j'insiste, ce prétendu expert des Nations Unies, des prétendus, j'insiste. Au sortir de l'audience, Maître Moïse Bibois, l'un des avocats de la défense, est revenu sur l'essentiel de la journée, tout en restant optimiste sur l'issue de la procédure. On a pu auditionner les 4 prévenus, notamment Ilunga, Mbaye, Chitango et Chiboboa. Ils ont répondu aux questions. La journée d'aujourd'hui a été bien passée. Bon, jusqu'à preuve du contraire, je ne peux pas être pessimiste. Nous leur accordons la chance d'être innocents par rapport à nos moyens de défense. Le ministère public reste cependant confiant. Il attend que le droit soit dit au regard de ces actes qu'il qualifie de terrorisme. Aujourd'hui, le tribunal a examiné la deuxième prévention du terrorisme. C'est la machine judiciaire. Ces gens-là ont les 2 pieds ici sur terre. Ils ne peuvent pas penser qu'ils ont trouvé le salut par la fuite parce que nous finirons toujours par les attraper. Si on rend un jugement à leur endroit, dès qu'on les arrête, ils passent directement à la prison pour commencer l'exécution, l'application de leur peine. Donc rien n'est perdu. Et ce sont des crimes imprescriptibles qui ne s'effacent pas. Aussi longtemps qu'ils sont sur cette terre des hommes, ces crimes-là seront retenus à leur charge. C'est normal, ils ne peuvent pas accepter. Mais quand nous allons projeter les images, je crois qu'ils vont se taire. Prenons rendez-vous la semaine prochaine. L'instruction a donc pris fin ce mercredi et l'audience est renvoyée au lundi 3 juillet prochain à 10 h pour la continuité des autres infractions mises à charge de présumés assaillants. Entre-temps, les 4 détenus ont regagné leurs cellules en attendant la prochaine audience. Reprise des procès des ADF Nalu ce mardi 27 juin à Beni au Nord Kivu. Après une suspension de près de 3 semaines, les audiences des procès contre les ADF et leurs collaborateurs ont repris, a signalé le bulletin d'information de l'ONG des droits de l'homme, CEPADO. D'après les sources proches de la Cour militaire opérationnelle qui se sont confiées au CEPADO, outre les procès contre les ADF, la Cour s'est également penchée sur les dossiers d'évasion des détenus à la prison centrale de Kambaye. Il a été notamment question d'examiner la responsabilité ou non de certains officiers de l'armée et de la police, mais aussi de poursuivre certains évadés militaires. Ici est de signaler que c'est ce mardi 27 juin que devrait intervenir la comparution de l'ADF Amadi Chabani, alias Okapi. Il a été accusé de participation à un mouvement insurrectionnel et d'association des malfaiteurs. Maillon important des ADF, ce milicien était utilisé dans les circuits de ravitaillement et de recrutement des combattants ADF. Ce procès intervient dans un contexte où le grand nord de la province du Nord Kivu fait face à des incursions des miliciens. Déjà à l'aube de ce mardi, les FARDC avaient vu leur position attaquée par la coalition rebelle à Kalao. Mais les forces loyalistes ont pu repousser toutes ces tentatives et contrôlent à l'heure qu'il est la situation sur terrain. Le gouverneur Julien Paluku a levé la décision du couvre-feu instauré depuis le 11 juin dernier dans la ville de Beni et de Butembo au Nord Kivu. Ce couvre-feu avait été instauré par les conseils provinciaux de sécurité après l'attaque de la prison centrale de Beni Kambaye par un groupe de rebelles armés. Une attaque qui avait occasionné au passage l'évasion de plus de 930 prisonniers, parmi lesquels les présumés rebelles ADF et les miliciens Mai Mai. Le gouverneur Paluku estime cependant que ce groupe armé lance des attaques contre plusieurs agglomérations de la partie nord de cette province, faisant ainsi de nombreuses victimes. Il redoute par ailleurs que ces attaques armées recensées dans cette partie nord de sa province ne donnent l'image d'une nouvelle guerre qui se pointe à l'horizon. Et à lui d'ajouter que les hommes armés qui ont récemment attaqué Kabashi, Kassindi et Beni résistent mieux à la riposte de FARDC que le groupe armé locaux. Pour rappel, il y a environ une dizaine de jours qu'un homme affirmant parler au nom d'un mouvement rebelle inconnu jusqu'à ce jour avait revendiqué la responsabilité d'affrontements meurtriers ayant opposé une milice au FARDC. Le procureur général de la République, Fleury Kabange, a dans une correspondance du 20 juin retiré l'autorisation de sortie de l'ancien gouverneur de l'ex-province du Katanga, Moïse Katumbi Chapwe. Ce dernier est reproché de n'avoir pas respecté les conditions de son expatriation pour des soins en dehors du pays. Le PGR a par ailleurs précisé que Moïse Katumbi est obligé de se présenter devant le magistrat instructeur de son dossier sur l'affaire des immeubles spoliés à Lubumbashi appartenant à la famille Stupi.
De son côté, Alexis Thambwe Mwamba, ministre congolais de la Justice, a déclaré au cours d'un entretien avec une frange des professionnels des médias que Moïse Katumbi peut revenir au pays quand il veut, mais doit faire face à la justice. S'agissant du dossier de mercenaires américains que Moïse Katumbi a fait venir au pays, le ministre de la Justice, Alexis Thambwe Mwamba, note que la procédure est en cours. S'agissant du dossier des gens qu'il a fait venir des États-Unis, qui étaient tous des militaires, la procédure est en cours. Je ne vais pas faire des conclusions qui doivent être celles du magistrat instructeur. C'est au cours de cette procédure où il était entendu par un premier avocat général de la République qu'il a sollicité de pouvoir partir pour aller se faire soigner. Mais le dossier est en l'état. Ça veut dire que quand il reviendra, le premier avocat général qu'il avait entendu va l'entendre là où il avait laissé la procédure. Et puis ils vont continuer. Et puis à la suite, après cela... Cependant, cette autorisation de sortie avait été soumise à Moïse Katumbi à une seule condition. Il était astreint au devoir de réserve en ce qui concerne les faits ayant donné lieu à l'instruction du dossier judiciaire qui n'était pas totalement clos. Malheureusement, l'équipe de monitoring du PGR a constaté avec regret que depuis l'arrivée de Moïse Katumbi en Europe, ce dernier s'est fait remarquer par des envolées oratoires dans les médias. Toutes les déclarations sur ces dossiers judiciaires sont considérées comme une violation de la condition qui lui a été clairement signifiée dans la lettre du 20 mai 2016. Notons que la sortie de Moïse Katumbi du pays n'avait pas donné lieu à l'abandon de l'instruction judiciaire. L'ex-gouverneur de l'ex-Katanga avait déjà été condamné à 36 mois de prison pour faux en écriture. 30 millions d'électeurs déjà enregistrés par la Commission électorale nationale indépendante. C'est l'annonce faite mardi 27 juin par le président de la CENI, Corneille Nangaa. Ce, à l'occasion du lancement d'un atelier de sensibilisation des professionnels des médias sous le thème « Médias et élections en République démocratique du Congo ». Corneille Nangaa a procédé à l'ouverture de cet atelier au centre d'information électorale site à la maison des élections en présence du ministre des Communications et Médias Lambert Mende Omalanga et du président du CESAC Tito Ndombi. Par ailleurs, 2 nouveaux membres ont été investis à la question de la CENI. Il s'agit de Géraldine Kassongongoy qui occupe désormais les postes de questeur en remplacement de Mwenze Kisonga Pierrette, alors que Michika Chisima Nadine occupera le poste de questeur adjoint. Elle remplace donc Micheline Bie Bongenge du mouvement de libération du Congo MLC qui a récemment été contraint à démissionner à ce poste par son parti. Récupération des concessions non mises en valeur en République démocratique du Congo. C'est l'annonce faite le dimanche 25 juin 2017 par le ministre des Affaires foncières, Lumeya Doumalegui. Le ministre a expliqué que cette opération se veut conforme à la loi foncière en vue d'une redistribution aux personnes intéressées et capable de les mettre en valeur. Des concessions de terres, ils n'ont pas mis ça en valeur ou insuffisamment mis en valeur. Vous savez que les peuples autochtones, les veuves, les orphelins aujourd'hui, surtout dans les milieux ruraux, ont du mal à cultiver parce que toutes les concessions qui ne sont pas mises en valeur sont devenues des objets de marchandises. Au niveau du ministère, conformément à la loi foncière, nous avons l'obligation de récupérer et c'est ce que nous allons faire. Nous allons envoyer nos agents et cadres sur terrain pour procéder à... La récupération, a ajouté le ministre, sera précédée par une enquête préalable des terres non mises en valeur et celles insuffisamment mises en valeur. Lumeya Doumalegui a par ailleurs sensibilisé à l'appropriation du programme de sécurisation numérique des titres immobiliers, car, a-t-il indiqué, la numérisation est susceptible de favoriser, tant soit peu, la modernisation de l'administration foncière. Cette décision du ministre des Affaires foncières doit être appliquée sans tracasserie, estiment certains observateurs, car la récupération des concessions sans normes pour la redistribution de celles-ci peut être source de conflits dans les pays.
L'Office national du café a interdit depuis le début de cette semaine la commercialisation et la consommation du café non traité, connu sous l'appellation du café coq, dans la province de la Chopo. Cette information a été livrée à la presse par un cadre de cette entreprise qui s'est donné la peine de prévenir les commerçants et les publics de la présence dans les produits prohibés des substances nuisibles à la santé humaine, notamment le goudron. Ce, en expliquant que l'accumulation de ces substances dans le corps humain représente un danger pour les poumons. Outre cette mise en garde, l'Office congolais de contrôle accuse bon nombre de commerçants de rajouter des morceaux d'étoffe, notamment des jeans, dans les cafés pour augmenter de manière frauduleuse la quantité de ce produit qu'ils commercialisent, pourtant une denrée de première nécessité. Un acte déploré par cet organe de contrôle vu que cette pratique a de graves conséquences sur la santé humaine. Ainsi, pour décourager la tricherie, l'Office national du café et l'Office congolais de contrôle se sont mis d'accord pour une franche collaboration en vue d'interpeller et démasquer toutes les personnes qui n'observeraient pas la mesure relative à cette interdiction. C'est dans le souci de préserver la beauté de la nature que l'Europoésie et les Révoltés de la Plume, en collaboration avec le Centre Wallonie-Bruxelles, ont organisé le samedi 24 juin dernier une matinée littéraire axée sur la protection de l'environnement. Ce dans le but de révolutionner la jeunesse congolaise à l'exploitation de la littérature, mais également pour sensibiliser ces derniers à la lutte contre la destruction de la nature due à la mauvaise gestion des déchets. À cette occasion, un concours de poésie et prose dont le contenu du texte mettait l'accent sur la protection de l'environnement de la ville de Kinshasa a été organisé au cours de cette rencontre littéraire. Les participants à ce concours, notamment les élèves du complexe scolaire La Borne, ont déclamé tour à tour leurs poèmes et proses rédigés avec l'aide de leurs parents. Que je vois de mes yeux, lorsque j'entends le sifflotement de feuilles d'arbres, j'ai dit que je suis chez moi. Toi mon seul lieu paisible, confortable, agréable, fabuleux et spacieux. Oh, si seulement je pouvais rien que te voir comme image de mes yeux. Oh, si seulement j'entendais le son que tu ressors de mes oreilles, le sifflement de l'air dans mes oreilles. Pendant cette matinée littéraire a été sanctionnée par la remise des prix d'encouragement aux élèves ayant participé à ce concours par Aris Kassongo, le président du mouvement des Révoltés. Vous allez retrouver la force du Congo, c'est Congo et Une douce mélodie de l'artiste et arrobas du groupe Bissou a à son tour conscientisé la jeunesse congolaise à prendre soin de l'environnement comme ambassadeur de la propreté. Déforestation et à la dégradation, La fièvre hémorragique Affairus Ebola a été maîtrisée à Likati dans la province de Bawele. Cette épidémie a été déclarée il y a plus d'un mois avec 5 cas enregistrés. Cependant, le ministre provincial de la Santé du Bawele, Floribert Tepagé, a fait savoir que c'est depuis 17 mai que le dernier cas confirmé a été guéri. D'ici la fin de cette semaine, si aucun cas suspect n'est confirmé, le ministre de la Santé pourra officiellement déclarer la fin de l'épidémie dans cette partie. Par ailleurs, Floribert Tepagé a annoncé un début de désengagement avec les partenaires exerçant sur ce terrain. Ce, après que ces derniers aient soigné le cas diagnostiqué. Vu qu'aucun autre cas n'a été enregistré au cours de ces 3 dernières semaines. En dépit de cette annonce, Floribert Tepagé a néanmoins indiqué que la surveillance se poursuit pour éviter la résurgence de cette maladie dans cette partie du territoire congolais. Il a également fait savoir que les laboratoires mobiles déployés à Bouta par l'Institut national de recherche biomédicale dès le début de l'épidémie pourront être ramenés après l'annonce officielle de la fin de l'épidémie. La Cour suprême des États-Unis a remis partiellement en vigueur les décrets anti-immigration de Donald Trump avant de l'étudier complètement en octobre prochain. La Haute Cour juridictionnelle américaine autorise donc à l'administration Trump à bloquer l'entrée aux États-Unis à tous les citoyens des 6 pays à majorité musulmane. Si ces voyageurs n'ont pas des liens directs et réels avec des personnes ou des entités américaines. Selon le porte-parole de la Maison-Blanche qui a confirmé cette information, l'avis de la plus haute juridiction américaine
doit à présent être analysée car sa mise en place n'est pas claire. Sin Spicer pense que la décision prise est un pas vers la bonne direction. Pour l'heure, c'est le ministère de la Justice qui devra analyser les textes pour voir les dispositions nécessaires pour sa mise en place. Alors que pour la Maison-Blanche, cette décision est une demi-victoire, ce qui ne veut pas non plus dire que c'est une défaite pour les activistes qui ont porté l'affaire en justice en développant l'argument du traitement inhumain pour les familles séparées, les étudiants et les travailleurs sur base de leur nationalité ou leur religion. Rappelons que le texte interdisait l'entrée dans les pays aux ressortissants des 6 pays majoritairement musulmans, dont le Yémen, la Somalie, la Libye, le Soudan, la Syrie et l'Iran. Ainsi, Donald Trump a exprimé sa satisfaction après la décision de la Cour suprême, car cette décision rendue à l'unanimité est une victoire nette pour la sécurité nationale, a-t-il ajouté. Le FC Renaissance du Congo est exclu de la Ligue nationale de football Linafoot et même rétrogradé à l'entente provinciale de football de Kinshasa et Pefkin pour récidive. Cette décision est intervenue ce lundi 26 juin dans un communiqué de la Linafoot qui reproche à l'équipe du pasteur Mukuna d'occasionner souvent des désordres dans des stades et en dehors, surtout si elle perd en match. Jeux de projectiles et envahissement de l'aire des jeux ou de la zone neutre par les supporters de l'équipe orange sont les greffes retenues contre le FC Renaissance par la Linafoot. Outre que le FC Renaissance perd ses matchs par forfait, cette dernière devra non seulement payer une amende de $20,000 américains, elle devra également réparer les préjudices causés, ce qui lui fera aussi perdre les recettes de ses matchs du 23 juin dernier contre l'As Vita Club. Jusqu'à l'heure où cette information est diffusée, la réaction du pasteur Mukuna, autorité morale et spirituelle du FC Renaissance, s'est fait toujours attendre. Pour rappel, le week-end dernier, le FC Renaissance du Congo avait été battu par l'As Vita Club par 2-1. Une défaite qui a occasionné des troubles au stade des Martyrs à Kinshasa, entraînant ainsi des blessés et des dégâts matériels causés par les supporters de FC Renaissance. Bien avant, cette même équipe devrait jouer contre Motema Pembe, mais le match n'avait pas eu lieu pour une affaire des trapelets des corners arrachés par un supporter de FC Renaissance. L'essentiel de titres développés cette semaine. La RDC a célébré ce 30 juin 2017 ses 57 ans d'indépendance. Une célébration peu festive et dans la méditation dans pratiquement tout le pays. Cette attitude des Congolais est justifiée par la crise sociale, politique et économique que connaît la RDC. À 57 ans d'âge, les Congolais sont appelés à l'unité et à la conscience patriotique afin de booster le développement de la RDC. Et puis au cours de la 10e session de la Commission nationale mixte RSA-RDC à Pretoria, les deux chefs d'État ont condamné les ingérences étrangères dans les affaires africaines. Jacob Zuma de l'Afrique du Sud a félicité Joseph Kabila de la RDC pour les progrès accomplis dans la mise en œuvre du projet Grand Inga. Cette semaine qui s'achève a donné un coup dur au FC Renaissance. L'équipe de l'évêque Mukuna a été exclue de la Linafoot. Elle est reprochée d'occasionner des désordres dans les stades et en dehors du stade, surtout lorsqu'elle perd un match. Le désordre occasionné par les supporters de Renaissance lors du match qu'il a opposé à l'As Club récemment est la goutte qui a fait déborder le vase et lui a coûté cette exclusion. Merci de nous avoir suivis. Excellent week-end chez vous.